long de la journée, nous vous proposons d'aborder le thème du sport et de la santé. Alors le sport, c'est bon pour la santé, personne ne me contredira ici. Pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Régis Juanico, ancien député et aujourd'hui expert en politique publique sportive. Amandine Baudot, chef de projet à l'INSERM et à l'unité de médecine du sport au CHU. Bastien Klepper-Bertrand, kinésithérapeute et cofondateur de 4AW, et Saïda Gawa, responsable adjointe au service prévention et promotion de la santé à l'ARS. Je vais commencer avec vous, Régis Juanico. Vous êtes l'auteur, avec la députée Marie Tamarel Verhaguet, d'un rapport intitulé « Sédentarité, désamorcer, une bombe à retardement sanitaire ». Donc vous rappelez des chiffres plutôt alarmants sur les dangers de la sédentarité et plaidez pour accentuer le rôle du sport à tous les âges de la vie. Et puis on pourra aussi dire quelques mots sur la prescription médicale d'activité physique adaptée pour les patients atteints de certaines pathologies. Avec grand plaisir, merci Muriel. Bonjour à tous. Très vite, parce que nous sommes limités en temps. D'abord vous dire que nous sommes aujourd'hui le 4 mars, donc c'est la journée mondiale contre l'obésité. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, évoque un tsunami sanitaire en parlant du surpoids et de l'obésité. Aujourd'hui, qui concerne quasiment 2 habitants sur 3 au niveau mondial, 60% des Européens, et un Français, une Française sur 2, aujourd'hui atteint soit de surpoids, soit d'obésité. Plus grave encore, aujourd'hui, l'obésité pédiatrique, entre 2 et 7 ans, c'est un taux de prévalence de 34%, dont 18% d'obésité. 18% d'obésité chez les 2-7 ans. Donc quand on parle de chiffres alarmants, bien évidemment, et je commence volontairement par là, pour provoquer un petit peu le déclic, bien évidemment, quand on parle de surpoids et d'obésité, pour un Français sur 2, mais bientôt 3/4 de la population mondiale en 2060, parce que c'est ça les projections, et quand on parle de tsunami sanitaire, et bien, quand on regarde les facteurs déterminants du surpoids et de l'obésité, souvent une mauvaise alimentation, une alimentation trop riche, trop grasse, c'est pas le sujet de notre table ronde, pas assez d'activité physique, une inactivité physique, et la sédentarité, ce qui sont deux notions différentes. Qu'est-ce que c'est que la sédentarité? C'est la nouvelle addiction à la chaise. Avant, vous aviez le tabac, mais maintenant, vous avez la chaise, ce que vous faites en ce moment. Sauf ceux qui sont debout, au fond. Et puis Muriel, qui est debout. Parce que, voilà, elle a compris qu'il fallait rester debout pendant ce débat. Ça vient du latin sédere, sédentarité. Ça veut dire être en position assise ou allongée, avec une dépense énergétique proche de celle que vous avez quand vous êtes au repos. Donc ça veut dire vos activités quand vous êtes devant vos écrans en particulier, y compris quand vous êtes en télétravail, quand vous êtes dans votre voiture en déplacement, ou dans des transports en commun en déplacement, que vous êtes assis, et toutes les activités aujourd'hui devant notamment les écrans de loisirs, qui sont là aussi un fléau, une addiction qui est bien connue, aujourd'hui avec 4 à 5 heures de temps d'écran pour les adultes chaque jour, mais ça peut monter très vite pour les collégiens et les lycéens à 6, 7, 8 heures par jour, notamment après la crise sanitaire. C'est ça la sédentarité. La nouvelle addiction à la chaise, et ça, la définition, c'est 7 heures par jour. Plus de 7 heures par jour, vous êtes sédentaire. C'est 40% de la population française. Les étudiants, par exemple, on a fait une enquête très récente, c'est 8 heures par jour dans les journées où ils sont à l'université, par exemple, ou dans l'enseignement supérieur, 8 heures, dont 5 heures de temps d'écran. Pour les adolescents, vos adolescents, par exemple, de 14-15 ans, sur la totalité d'une journée, si on prend l'école, parce qu'on reste beaucoup assis à l'école, en fait, et c'est un problème, ça représente 75% du temps de la journée, la sédentarité, la position assise. Le problème, c'est que cette position-là, quand vous allez dépasser 7 heures, vous allez faire 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour de sédentarité de position assise, vous allez bien évidemment, on va en reparler après, développer un certain nombre de maladies chroniques, et vous allez augmenter vos risques avérés pour votre santé.
et notamment des risques de mortalité prématurée. Quand on est à 10 heures de sédentarité par jour, grosso modo, il faut imaginer que vous avez 35% de probabilité supplémentaire, de chance supplémentaire d'avoir une mortalité prématurée. Ça, c'est la sédentarité. L'inactivité physique, c'est un petit peu différent, ça peut se cumuler d'ailleurs, c'est ne pas répondre à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé de 150 minutes d'activité physique hebdomadaire, bon, avec du renforcement musculaire et de la souplesse, on n'a pas le temps de l'évoquer, même si c'est un sujet passionnant. Si, il évoquera tout à l'heure, patient. Et 150 minutes, donc 30 minutes d'activité physique par jour pour les adultes, vous ne répondez pas à cette recommandation. Ça, c'est 60% aujourd'hui des Français et des Françaises qui répondent à cette recommandation de 30 minutes d'activité physique, mais il y a tous les autres, bien évidemment. Donc ça, c'est un autre sujet. Ça peut se cumuler. Et sédentarité et inactivité physique sont aujourd'hui les vrais fléaux sanitaires et qui sont des bombes à retardement pour demain. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout simplement inverser aujourd'hui ces courbes de sédentarité, de surpoids et d'obésité. Il suffit de remplacer dans votre activité quotidienne de tous les jours 30 minutes de sédentarité, vous êtes assis, par 30 minutes d'activité physique, et d'intensité modérée, hein, attention, hein, ça peut être dans la vie quotidienne, repasser, messieurs, faire la vaisselle, messieurs, jardiner, mesdames, etc. C'est ça, les activités de la vie quotidienne, ça peut être ça, monter des escaliers, faire ses courses et porter un certain nombre de sacs, attention au mal de dos. Donc, il suffit de remplacer 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d'activité physique pour réduire de 17% la mortalité prématurée dont je vous ai parlé tout à l'heure et de réduire de 30% votre risque d'être malade et cardiovasculaire. Donc 30 minutes, c'est rien dans la journée. Et si on fait ça dans le quotidien, de façon régulière, tout au long de la vie, on reste en bonne santé. Je termine par la prescription d'activité physique adaptée. Depuis 2016, on l'a mis dans la loi. Hein, on a fait un amendement dans la loi avec l'ancienne ministre des Sports, Valérie Fourniron. Et on a mis la possibilité d'une prescription par les médecins traitants à l'époque pour les affections de longue durée d'un parcours coordonné de prescription d'activité physique adaptée à la pathologie, aux facteurs de risque pour ces patients qui sont en affection de longue durée. Donc la loi, elle a été mise en application en 2017. Ça fait 6 ans maintenant qu'elle est appliquée. On ne connaît pas le nombre de prescriptions au total en France parce que ce n'est pas un acte coté ni remboursé, bon, ce qui pose problème d'ailleurs. Et donc, sauf à Strasbourg par exemple, on sait qu'il y a 500 médecins prescripteurs, on sait combien il y a à peu près de prescriptions dans cette ville-là. Aujourd'hui ça marche, mais ça ne marche pas suffisamment, donc on a voté une nouvelle loi le 2 mars 2022, alors qui est très intéressante parce qu'on a élargi le public qui était concerné, les bénéficiaires potentiels. On est passé des affections de longue durée à toutes les pathologies malades chroniques, hein, surpoids, obésité en particulier, et aussi la perte d'autonomie. Donc ça, on est passé de 10 millions de patients potentiellement concernés par la prescription d'activité physique adaptée à 20 à 25 millions de patients potentiellement concernés maintenant avec la loi. C'était les médecins traitants. On a élargi à tous les médecins qui entrent dans la prise en charge des patients, donc les médecins spécialistes, les médecins scolaires, les médecins du travail, les médecins universitaires, les gérontologues, etc. Tous les médecins peuvent prescrire aujourd'hui. On a mis dans la loi aussi la reconnaissance des maisons sport et santé, mais ça va être évoqué tout à l'heure, leur rôle d'accueil, d'orientation et leur mission d'information par rapport à ces patients qui sont en prescription d'activité physique adaptée, après que les médecins leur aient prescrit cette activité physique adaptée. Et dernière chose, on a mis dans la loi le fait que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les EHPAD, mais aussi les établissements où il y a des personnes en situation de handicap, il y aura dorénavant des référents activité physique et sportive. Donc il y a tout un champ là de prescription d'activité physique adaptée qui est en train de se développer à vitesse grand V, et voilà, c'est ce qu'a voulu aussi le LICHAT. Amandine Baudot, donc on le voit, le sport peut être un formidable outil de santé. Alors vous souhaitiez aborder les aspects plutôt motivationnels, et puis peut-être nous parler d'une étude donc, sur des patients sportifs en rémission qui accompagnent d'autres patients pour les encourager à faire du sport. Oui, tout à fait. Merci, bonjour à tous.
Effectivement, hein, comme l'a dit Régis Juanico, en fait, voilà, il y a vraiment des effets délétères de la sédentarité et des bienfaits en fait, de l'activité physique, mais malgré ça, les patients ou les personnes ne sont pas suffisamment actives. Donc, Régis Juanico en a parlé précédemment en fait, de l'atteinte des recommandations, et effectivement, les personnes n'atteignent pas les recommandations. Donc, il s'agit en fait de trouver des stratégies qui permettent aux personnes en fait, d'atteindre ces recommandations et de devenir physiquement actives. L'enjeu, en fait, c'est vraiment d'initier l'activité physique dans les habitudes de vie des personnes. La première chose qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse aux freins. En fait, quels sont les freins en fait, à la pratique de l'activité physique? Donc les personnes, les freins, ça va être celui qu'on entend le plus, c'est j'ai pas le temps. Le manque de temps, c'est quelque chose sur lequel, finalement, en fait, moi j'ai envie de dire, c'est une fausse excuse le temps. On peut toujours l'intégrer dans les habitudes de vie, c'est-à-dire comment on va l'intégrer dans les habitudes de vie. Après, il y a d'autres choses, hein, notamment les douleurs, la fatigue. Alors ça, voilà, c'est des choses qui peuvent nécessiter un accompagnement plus accru, ou alors avec des professionnels qui sont formés à s'adapter en fait, à la condition des personnes, notamment pour les patients qui sont atteints de maladies chroniques. Donc on a l'activité physique adaptée, aussi on a les kinés qui peuvent réadapter les personnes. Ouais. Donc il y a plusieurs dispositifs. Donc ça, c'est plutôt les freins au niveau individuel. Puis il y a des freins aussi plus structurels, qui vont être l'accès à l'équipement sportif, notamment pour les patients qui sont un peu éloignés, qui vivent dans des zones rurales. Les équipements sportifs ne sont pas forcément à disposition et ne leur permettent pas de pratiquer une activité physique de façon encadrée ou sécurisée comme ils pourraient en avoir envie. Et puis il y a aussi le coût de la pratique. Hein, pour certaines familles, c'est compliqué de mettre la main à la poche pour des loisirs et quand on a du mal à boucler les fins de mois. Donc voilà, on connaît tous ces freins. Il faut essayer de surmonter ces obstacles pour arriver à initier cette activité physique dans les habitudes de vie des patients. Et donc nous, on s'est intéressé aux patients atteints de cancer parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on sait qu'il y a vraiment de nombreux bénéfices pour ces patients-là à pratiquer de l'activité physique, notamment dès le début des traitements. Et il y a des programmes qui existent dans les centres de cancérologie, dès le début des traitements, et pourtant on voit donc beaucoup de femmes, en fait, notamment atteintes d'un cancer du sein, mais pas d'hommes du tout. Vraiment une absence d'hommes totale. Et on se dit, finalement, la prescription d'activité physique, l'orientation par les professionnels de santé, pour ces hommes-là, ça ne suffit pas. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Et donc on s'est dit que le fait d'être accompagné par des patients qui peuvent avoir vécu la même expérience de la maladie, mais qui, eux, malgré tout, sont restés actifs, et donc ce partage d'expérience peut permettre à ces personnes en fait, de devenir actives. Donc c'est ce qu'on appelle le soutien motivationnel par les pairs. Et donc ces fameux pairs, on va les former à accompagner les patients qui sont plutôt sédentaires et inactifs à faire initier en fait, l'activité physique dans leur vie quotidienne. La formation, comment ça se passe? Alors c'est des professionnels de santé publique, des sociologues, des médecins du sport qui les ont formés à acquérir ces compétences motivationnelles. Et l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience aux personnes que selon l'état dans lequel va se retrouver le patient, c'est-à-dire que certains patients ne vont pas du tout être prêts à faire l'activité physique. Donc il va falloir déjà les sensibiliser, leur montrer les bienfaits que ça peut leur apporter. Et puis pour certains, ça va être plutôt, ils vont être déjà dans une démarche un peu active, mais pas suffisamment de façon régulière. Donc là, il va falloir accroître l'accompagnement. Et puis dans certains cas, ça va être éviter un peu la rechute, c'est-à-dire les accompagner de façon quotidienne et après de façon plus éloignée pour qu'ils l'intègrent de façon régulière. Et quand ils commencent à vous dire j'ai pas fait mon sport là, et ça m'a manqué, là ça commence à être bingo quoi. Voilà, donc ça, voilà, c'est des choses qui permettent de mettre en place ces stratégies-là. Et donc comment ça se place aussi, le programme ActiPair, c'est basé, donc ce programme-là, il est basé sous soutien motivationnel par les pairs, et aussi sur une structure qui s'appelle le DAPAP, donc Saïda va en parler après. Les DAPAP, c'est ces dispositifs d'accompagnement vers la pratique d'activités physiques adaptées, donc, qui sont financés par l'ARS et la DRAGES, et qui permettent en fait une orientation du patient vers les structures sport santé, suite à un bilan, et ça permet aux patients en fait, de construire finalement un projet d'activité physique qui soit personnalisé en fonction de ses préférences et de ses capacités. Et derrière, en fait, le patient peut réaliser l'activité physique de son choix. Et ensuite, la dernière stratégie de ce programme, c'est le soutien par les professionnels d'activité physique et les soutiens par les professionnels de santé. On sait que quand le docteur a dit, ça a vraiment d'influence sur le comportement des personnes. Je suis un peu longue. Il y a encore des choses à dire.
mais je voulais juste parler de l'expérience des patients qui ont vécu ce programme-là. Dans certains binômes qui ont été accompagnés, en fait, ce qui ressort plus que l'activité physique, finalement, c'est le lien social qui s'est créé entre les personnes. Et notamment dans certains binômes qui ont très bien fonctionné, certains binômes allaient marcher tous les mardis dans le massif du Pilat pour faire leur activité physique. Et dans un autre cas, un autre binôme, ils allaient donc tous les jours à la salle de sport, réussi à motiver son patient à faire de l'activité physique. Donc voilà, c'est vraiment le lien social qui est une réussite dans ce programme. Voilà. Bastien Klepper-Bertrand, si je vous dis sport, vous me dites aussi bien fait. Vous vouliez souligner notamment l'intérêt de l'activité physique dans la prévention de nombreuses pathologies durant tout le parcours de vie des individus, du nourrisson jusqu'au plus âgé. Et vous aussi, vous aviez des chiffres éloquents sur le rôle du sport dans la prévention des cancers. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Déjà, pour démarrer, c'est clairement ça, c'est que l'activité physique va avoir un rôle dans la prévention santé, donc tout au long du parcours de vie des individus, de la naissance jusqu'à la fin de vie. En commençant tout d'abord par la petite enfance et l'enfance, avec des pathologies qui sont bien connues de tous, mais qui vont être par exemple les plagiocéphalies. Plagiocéphalie à travers le développement neuromoteur, si tant est qu'on considère le développement neuromoteur comme une activité physique, c'en est une, puisqu'il y a quand même une stimulation multimusculaire à travers tout ça, va permettre de prévenir la plagiocéphalie. Puis après, on avance et on rentre à l'école. Et là, à l'école, maintenant, on a des dispositifs avec les 30 minutes d'activité physique par jour, donc, qui vont être donnés aux enfants et qui vont permettre donc de les entraîner déjà dans une démarche dès le plus jeune âge de l'intérêt de pratiquer une activité physique, chose qui était faite avant les enfants ils couraient de partout, maintenant beaucoup moins. Et donc du coup cet intérêt est là. Le deuxième intérêt va être qu'on va prévenir l'obésité déjà dès le plus jeune âge. J'ai juste à aborder le sujet tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un vrai fléau de santé publique. Et du coup ces 30 minutes vont aussi permettre ça et d'autres pathologies, diabète de type 2, etc. Et c'est des choses qu'on va voir s'accentuer après au passage collège, lycée, université. On espère que le fait de promouvoir ces 30 minutes d'activité physique quotidienne va créer des habitudes et comme ça a été dit, après créer cette sensation de « j'ai pas fait mon sport, ça représente un manque ». On évolue dans le parcours de vie et on arrive maintenant à l'âge adulte où on va se mettre à travailler. Et donc du coup, quand on travaille, le plus grand fléau de santé publique aujourd'hui, 90% des maladies professionnelles, c'est les TMS, troubles musculo-squelettiques. 90%, c'est dans certaines professions, il y en a d'autres, c'est au-dessus. Et donc du coup, les TMS, pendant pas mal de temps, on s'est dit, pour prévenir les TMS, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les gestes et postures adaptés, je bouge mon dos comme ça, hop, je suis un robot. Finalement, c'est pas nécessairement la solution. Par contre, ce qui est certain, c'est que si on veut mener une prévention efficace au niveau des TMS, il faut qu'on fasse une promotion de l'activité physique. Mais l'activité physique, comme le disait Régis tout à l'heure, c'est pas uniquement aller marcher, aller courir. Ça va être l'activité physique sous d'autres domaines. Et donc c'est là qu'on va avoir un peu la triade, renforcement musculaire, étirement, mobilité. Où on va aller travailler sur ces trois aspects-là en faisant 10 minutes pour commencer à créer une adaptation. Et puis, l'autre côté de la vie d'adulte, c'est aussi parfois être aidant, les aidants familiaux. On a 11 millions de personnes en France qui aujourd'hui sont aidants familiaux, ou aidants tout court d'ailleurs, et qui vont avoir des problématiques liées à ce rôle d'aidant. Problématiques qu'on va pouvoir atténuer grâce à la pratique d'une activité physique sur deux côtés. Le premier côté, ça va être la création d'un lien social à travers cette activité physique, un moment de répit pour les personnes aidantes, pour leur permettre potentiellement d'avoir accès à des zones où ils seront un petit peu en dehors du fait d'être toujours aidant, toujours à la maison en train d'aider la personne, à aménager ces moments-là. Deuxième côté, éviter tous les problèmes d'épuisement. C'est-à-dire que quand on a une activité physique régulière, pour schématiser le tout, on va avoir une capacité de notre corps qui va être plus importante à accueillir des contraintes. Si on ne pratique pas cette activité physique, la capacité du corps sera moins importante. Forcément, si on a une activité physique régulière, on pourra faire plus de choses. Et puis après, on va évoluer dans la prévention pour atteindre le secteur du grand âge, avec encore un autre sujet qui est prédominant aujourd'hui, ça va être la prévention du risque de chute chez les personnes âgées. C'est vraiment un élément qui va être très très intéressant et au cours duquel l'activité physique va avoir un rôle considérable, encore une fois. C'est-à-dire que pour prévenir
les chutes des personnes âgées, il ne suffit pas seulement de pratiquer des exercices d'équilibre. L'activité physique, et ça a été très bien décrit par nos amis canadiens à ce niveau-là, va jouer un rôle prédominant dans le maintien des capacités musculaires. Et encore une fois, on rentre dans cet aspect de nécessité de faire du renforcement et une activité cardiovasculaire pour prévenir le risque de chute. Et totalement dans les recommandations que vous avez énoncées, Régis, juste avant. Et puis pour terminer donc, sur cet aspect du cancer, donc en fait j'ai lu une étude ce matin sur le sujet, donc je pourrais donner même un deuxième chiffre. C'est déjà un premier chiffre, on considère qu'il y a 3004 cancers par an qui sont liés à une inactivité physique. Donc si on retourne un petit peu la phrase, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que s'il n'y avait pas d'inactivité physique, on pourrait éviter 3004 cancers par an? Et la deuxième chose, ça va être l'étude que j'ai lue ce matin, qui est canadienne, sur donc dans le cas de cancer et les cancers avec métastase. Donc un groupe qui pratique une activité physique régulière et un groupe qui n'en pratique pas, qui en a une inactivité physique. Le groupe qui pratique une activité physique aura 73% de chance, ou de risque plutôt, en moins de développer un cancer métastatique, donc des métastases, par rapport au groupe qui ne pratique pas d'activité physique. Alors, à l'ARS, on est aussi convaincu que la santé passe par le sport. Donc, l'ARS finance avec la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport des dispositifs d'accompagnement vers la pratique d'activité physique. Donc, vous allez nous expliquer un peu en quoi consistent ces dispositifs, même si Véronique Baudot a un peu commencé à le faire. Et puis, vous nous rappellerez aussi la présence donc, sur le territoire de maisons sport santé. Vous nous indiquez où elles sont et qui a accès. Alors oui, donc les dispositifs d'accompagnement vers la pratique d'une activité physique sont des dispositifs qui sont très très proches des maisons sport santé parce qu'en réalité, ces dispositifs ont précédé les maisons sport santé les maisons sport santé datent de 2019, elles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale sport santé. Les DAPAP relèvent d'une initiative régionale, donc de l'Agence régionale de santé et de la RAGES que vous venez de déployer. Donc ce dispositif d'accompagnement à la pratique d'une activité physique est porté par le comité départemental olympique et sportif de la Loire et s'adresse à des personnes, à un public alors, avec une problématique de santé en premier lieu, maladie chronique, que ce soit une infection longue durée ou pas, ou des personnes aussi avancées en âge ou en perte d'autonomie, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis aussi, également, à un public un petit peu plus large, mais qui va présenter des difficultés à se mettre à l'activité physique pour différentes raisons, soit parce qu'il y a des problématiques spécifiques, notamment la question de l'obésité, du surpoids, qui fait donc empêchement, qui fait que c'est difficile pour ces personnes d'aller pratiquer une activité physique dans un milieu ordinaire. Donc le rôle du DAPAP, ça va être, alors sur prescription médicale, sur adressage d'un médecin, ça va être d'organiser, alors d'abord de réaliser un bilan physique et motivationnel, comme ça a été déjà évoqué juste avant moi, et ensuite d'orienter vers un dispositif de pratique concret, donc soit des ateliers passerelles pour des personnes qui sont relativement éloignées, qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, et donc là sur 4 mois, la personne va, en fonction du bilan qui aura été fait de ses capacités, va pratiquer une activité physique. À la fin de ces 4 mois, il fera l'objet d'un nouveau bilan et pourra être orienté vers une structure de sport qui proposera de l'activité physique adaptée. Ensuite, il y a aussi des ateliers donc, de sport santé. Donc là, ça s'adresse à des personnes qui ont une limitation modérée à l'activité physique. Mais la différence avec l'atelier passerelle, c'est qu'on n'aura pas de limitation dans le temps. Et puis, la troisième formule, c'est les ateliers sport santé bien-être. Là, on a une limitation qui est très très faible et qui s'adresse à des gens qui ont vraiment qui sont pas du tout, qui n'ont pas une culture de l'activité physique. Et voilà, ça sert aussi de tremplin, mais encore une fois, par rapport à l'atelier passerelle, c'est en limitation de durée. Donc concrètement, pour réaliser ce travail-là,
hein, d'orientation, de remise à l'étrier de l'activité physique de ces personnes. Le DAPAP travaille aussi sur le lien avec les structures de sport, parce qu'il faut qu'il y en ait un petit peu partout sur le département. Donc le DAPAP travaille sur la mise en place d'un annuaire de structures labellisées sport santé. Et aujourd'hui, c'est environ 125 structures qui sont labellisées, autour de 120, et qui représentent 80 créneaux à peu près hein, de sport, parce que c'est des créneaux d'activité physique. Alors, je ne suis pas revenue un peu sur tous les enjeux, hein, parce qu'effectivement, l'Agence régionale de santé s'intéresse à cette question, parce qu'effectivement, comme ça a été dit, mais l'absence d'activité physique, la sédentarité ou l'absence d'activité physique, c'est 2 millions de décès par an. C'est 80% par rapport aux maladies chroniques. Les principales maladies chroniques qu'on a autour des maladies cardiovasculaires, diabète, insuffisance respiratoire, c'est 80% des décès prématurés liés à ces maladies chroniques, ben en fait, sont liés à l'absence d'insuffisance d'activité physique. Donc il y a un enjeu énorme. Et si on veut vraiment anticiper avec l'évolution aussi de l'augmentation du niveau d'obésité, clairement, il faut remettre les gens à l'étrier à l'activité physique. Et c'est l'esprit donc de ces maisons sport santé. Comme je disais, le DAPAP a précédé les maisons sport santé. Donc depuis la mise en place du DAPAP en 2018 sur notre département, on a vu aussi apparaître deux autres, enfin au total 3 maisons sport santé. Donc une portée par Rouennais Agglomération, donc c'est une collectivité qui la porte. Là aussi avec un public bien ciblé, les jeunes, puisqu'il y a un enjeu aussi, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, M. Juanico, avec des jeunes avec un taux de prévalence qui est extrêmement important pour les enfants entre 7 et 14 ans. Donc ce public-là est ciblé. Les personnes seniors, les seniors également, avec présente l'alimentation et exactement, qui effectivement excusez-moi, je suis désolée, un petit peu qui sont remises à l'étrier, donc notamment dans le cadre de certaines maladies. Et puis tout public, encore une fois, intéressé pour reprendre une pratique de l'activité. Et puis une autre maison sport santé portée par le CHU de Saint-Étienne, le service de physiologie. Là aussi, cette maison sport santé a été mise en place en 2021. Depuis 2021, c'est 600 personnes qui sont accompagnées et qui présentent différentes pathologies, hein, autour du cardiaque, autour de l'obésité aussi, diabète, de la douleur aussi au niveau des muscles, hein, la fibromyalgie par exemple, hein, qui limite considérablement les mouvements. Donc clairement, depuis 2018, avec la mise en place du DAPAP et ensuite la mise en place des maisons sport santé, c'est un certain nombre de personnes qui ont pu être adressées par les médecins et qui ont pu être remis à l'activité physique parce qu'elles en étaient éloignées. Tout à l'heure a été évoquée aussi par Amandine la question financière. Les publics hein, avec des difficultés socio-économiques, là aussi c'est un public auquel s'intéresse l'agence de prêt parce que c'est source d'inégalités sociales de santé et c'est aussi le rôle de l'agence de réduire ces inégalités. Donc il y a une attention toute particulière qui est accordée à ce public-là et notamment pour les ateliers passerelles ne s'adressent pas qu'à ces publics-là, mais en tout cas nous sommes vigilants à ce qu'elles puissent être orientées vers ces ateliers passerelles. Bien. Bon, mais j'espère que le public aura été convaincu. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout le monde fait du sport ? Monsieur, madame, pardon. Oui, bonjour. Par rapport au cas de Covid long, est-ce que ces maisons prennent en charge aussi Tout à fait. La maison sport santé du CHU de Saint-Étienne suit plusieurs cas de Covid long, avec des problématiques cardiologiques et respiratoires. Je crois qu'il y a une trentaine de mémoires de personnes qui sont suivies dans ce cadre-là. D'autres questions ? Moi, ça serait juste le seul petit bémol que je mettrais dans le panorama qu'a très bien fait Bastien tout à l'heure, de mettre un maximum de population dans une activité physique régulière. Alors le Covid long, je le mets un petit peu de côté, même si j'ai eu l'occasion comme député de défendre une proposition de loi
la question de la prise en charge financière des malades du Covid long et de traiter de la question de l'activité physique. Aujourd'hui, il faut avoir un petit peu de recul quand même sur les études qui sont en cours. Et alors, le petit bémol qu'on a, c'est que dans le cas du Covid long, il peut y avoir des effets de malaise post-effort, voilà, qui sont aujourd'hui étudiés, qui font qu'il faut vraiment que ce soit en termes de pathologie et de risque très très bien étudié par les professionnels de santé, bien évidemment, qui sont dans ces protocoles qui concernent les malades de Covid long. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que par exemple l'Hôtel Dieu, mais aussi au CHU de Saint-Etienne, il y a des protocoles qui ont été mis en place et qui regardent ça de très près. Moi j'y crois, hein, évidemment, mais il faut quand même rester prudent sur un certain nombre d'effets que peut avoir l'activité physique. Alors pour le coup, c'est vraiment les seuls que je mettrai de côté, quoi. Par prudence. Physiquement, elles sont où ces maisons? Alors, celle de Roanne, Maison Sport Santé de Roanne, donc portée par l'agglomération de Roanne à Roanne, hein, vraiment au centre. Une portée par le CHU de Saint-Etienne, donc c'est l'hôpital Bellevue, le service de physiologie. Et puis le DAPAP, qui fait à la fois DAPAP, dispositif spécifique de la région, et Maison Sport Santé. C'est 4 rue des Trois Bœufs, lancé dans le quartier de Centre 2. C'est la nouvelle référence. C'est pour ça que- D'autres questions ? Allez au DAPAP et pas après, non. Au niveau prise en charge, comment ça fonctionne ou est-ce que, voilà. Alors, la fréquentation du DAPAP est gratuite. Voilà. C'est après. La question, c'est après les ateliers. Les ateliers sont gratuits. Mais effectivement, il y a la question de l'après, puisque l'objectif du DAPAP et des maisons sport santé, c'est l'autonomisation des personnes dans la pratique d'une activité physique. Alors, c'est vrai, c'est pour ça aussi qu'on se rend compte que la question financière peut être un frein. Il y a le DAPAP et Roanne Agglomération aussi prévoit un fonds pour démarrer cette autonomie d'accompagnement. Donc c'est un petit montant qui est accordé en déduction du montant de l'abonnement, de l'inscription, de l'adhésion à l'activité. Mais à terme, la personne devient complètement autonome et dans la pratique et dans le financement. Mais en tout cas, tout le temps de la pratique, les ateliers passerelles de 4 mois, c'est gratuit. Et les ateliers aussi organisés dans le cadre sport santé et sport bien-être, en fonction des niveaux de limitation, sont gratuits aussi. Il suffit d'avoir une ordonnance d'un médecin traitant. Tout à fait. Un adressage par un médecin. Si on n'a pas d'ordonnance, vous pouvez y aller. Non. Normalement, c'est bien d'avoir un avis médical, mais après, rien ne vous empêche de vous tourner vers le DAPAP. Il y a un bilan qui est prévu, quoi qu'il en soit, par les maisons de sport santé et par le DAPAP. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir, parce que c'est lié à une pathologie, normalement, il faut avoir une problématique de santé, donc à un moment donné, il faut bien que le médecin l'indique. La question du financement, c'est vraiment un enjeu pour demain. Alors, nous, on a la chance d'être dans une région où l'agence régionale de santé, l'ARS, avec les services de l'État côté sport, on va dire, finance, là c'est depuis 2012 d'ailleurs qu'on a mis ça en place au niveau de l'État, c'était Valérie Fourniron à l'époque la ministre des Sports, des actions menées par les acteurs de terrain. Voilà, c'est ce qu'on appelle le DAPAP, par exemple, sur ce département, mais sur tous les départements de Lorraine-Rhône-Alpes. Donc ça permet quand même une prise en charge financière, parce que, je sais pas, on pourra peut-être donner un ordre de grandeur de ce que ça coûte pour les patients des séances d'activité physique adaptée, ça permet une prise en charge. Sauf que toutes les ARS ne font pas la même chose partout sur le territoire. Donc il y a vraiment un enjeu du point de vue financier pour le patient. Nous, on se bat, vraiment c'était une de nos propositions avec Marie Tamarel, ma collègue députée, on se bat pour qu'il y ait une première étape qui est lors de cette consultation préalable chez le médecin, où on va vous faire un premier bilan motivationnel et puis aussi de votre bilan d'activité physique. Ce premier entretien-là qui ensuite conduit à la prescription d'activité physique adaptée à votre pathologie, on souhaiterait qu'elle soit remboursée. Ça coûte entre 30 et 50 € aujourd'hui, voilà, cette consultation entre guillemets classique. Et donc, ça permettrait d'abord de savoir combien il y a de prescriptions d'activité physique adaptée partout sur le territoire. Aujourd'hui, on est incapable de le dire, ou alors on doit mouiller en recollant un petit peu toutes les informations justement des acteurs de terrain et des maisons sport santé. Et puis après, ensuite, ça permettrait quand même d'alléger la facture pour le patient. Parce qu'aujourd'hui, ça reste un frein. Ça reste un frein. Et si vous n'avez pas une mutuelle ou un organisme de complémentaire santé, il y en a 45 qui sont engagés, donc c'est quand même, ça devient significatif. Pour prendre en charge les séances d'activité physique adaptée, la MAIF par exemple, la MGEN,
jusqu'à 500 € pour la Maïf sur 2 ans, pour prendre en charge vos séances d'activité physique adaptée. Bon, aujourd'hui, il y a quand même le coût financier, ça reste un frein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une question pour demain, et voilà, et j'espère qu'on ira vers un début d'engagement de l'assurance maladie, qui jusqu'à maintenant refuse d'aller sur les séances d'activité physique adaptée, de les financer, pour que petit à petit, il y ait un remboursement de cette activité physique adaptée. Nos estimations aujourd'hui, c'est que ça fait économiser à la sécurité sociale, en dépenses de soins, 30% aujourd'hui des dépenses de soins qui sont curatifs, parce qu'on doit prendre en charge les soins des maladies chroniques, type diabète, maladies cardiovasculaires, surpoids, obésité, etc. Et pour revenir sur cette question des financements, finalement, est-ce que aussi à un moment donné, le fait qu'on repense nos manières d'agir à l'heure actuelle dans les systèmes de soins, par exemple, qu'il y ait un meilleur lien, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais entre les professionnels de santé et ces maisons-là, ce serait pas aussi un moyen, quelque part, donc déjà d'indiquer les gens, et deuxièmement, au bout d'un moment, on se rend compte que, en fait, finalement, cette personne-là, c'est plus dans un cabinet de kiné qu'elle doit être. On a fait notre côté curatif, nous, en tant que thérapeute, ça va pour notre profession, et on part vers ce côté-là, du coup, l'argent qu'on arriverait pour le côté financier à gagner d'un côté serait profitable de l'autre, et donc, du coup, ça pourrait également être un aspect à travailler de toutes ces choses-là. Oui, complètement. Enfin, pour conclure sur ce sujet-là, en fait, au CHU de Saint-Etienne, en fait, il y a beaucoup on travaille beaucoup sur les parcours, justement, et l'intégration de l'activité physique au sein des parcours, et justement ce lien-là entre les différents professionnels de santé à l'hôpital, mais justement à l'extérieur de l'hôpital pour justement initier l'activité physique dans les habitudes de vie et autonomiser le patient. Voilà, on travaille vraiment là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu une information des médecins traitants de ces dispositifs qui ont été mis en place. Oui, bien sûr. Alors, j'ai peut-être pas insisté sur ce point-là, mais le DAPAP et les maisons de sport santé en général ne travaillent pas dans leur coin. Elles sont très très en lien, elles sont inscrites sur le territoire, elles sont très en lien avec les professionnels de santé. Et notamment, on a ce qu'on appelle les communautés professionnelles et territoriales de santé et les maisons de santé pluridisciplinaires qui sont très en lien avec le DAPAP et les maisons de sport santé de Roanne et aussi du CHU. C'est indispensable. Effectivement, donc d'abord parce qu'il faut que les médecins prescrivent, et puis si on veut aussi que ça rentre dans les habitudes de vie, c'est aussi au-delà de la prescription, c'est aussi le médecin qui va participer à la promotion de l'activité physique auprès des patients avant que la maladie chronique n'apparaisse. Et c'est tout au long de la vie, et dès le début de la vie, dès le plus jeune âge, c'est de 0 à 94 ans. Est-ce que les médecins ne devraient pas poser la question comme est-ce que vous fumez, est-ce que vous faites du sport? C'est ça, comment est-ce que vous fumez? Voilà. Tout à fait. Est-ce que vous faites du sport? Comment vous mangez aussi, parce que l'aspect de l'alimentation est extrêmement important. En lien avec l'activité physique, il y a la question de l'alimentation, et l'un ne va pas sans l'autre en fait. Si on veut éviter les maladies chroniques et arriver à diminuer le nombre de maladies chroniques, qui est vraiment un enjeu sociétal, c'est vraiment ces deux questions-là qu'il faut avoir en plus là-bas. Sans la question sur le sport, parce qu'il faut bien faire la différence entre le sport avec un certain nombre de règles, voilà, on est plus dans une forme de compétition, que l'activité physique. Et même, je disais tout à l'heure, quand je dis activité physique du quotidien, je parlais même du jardinage, parce que ça peut même être une activité physique d'intensité vigoureuse, quand vous bêchez, par exemple. Bon, bref. Mais cette question, elle est fondamentale, et ça rejoint la question de madame. Moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on soit comme à Strasbourg, avec 500 médecins prescripteurs, de ce qu'on appelait le sport sur ordonnance, l'activité physique adaptée. Ou à Bayonne, Biarritz, où ils sont 300. Bon, je ne saurais pas vous dire sur le territoire ici combien prescrivent exactement, ce n'est pas des chiffres dont je dispose, en tout cas moi à titre personnel, mais en tout cas, comment les encourager? Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu un frein par rapport aux médecins, qui est que parfois, ils ont peur de ne pas assez bien connaître l'environnement local, les acteurs, qui sont là d'ailleurs, à côté de moi, et qui sont très performants d'ailleurs sur notre territoire, parce qu'ils sont en réseau, et que ça fonctionne maintenant depuis de longues années. Et bon, peut-être cette connaissance qui n'existe pas de l'écosystème. Et donc voilà, donc la maison sport santé, je pense là-dessus, va jouer un rôle un petit peu de guichet unique et
et de tours de contrôle et d'orientation très utiles pour les patients. Et puis il faut augmenter la formation continue et la formation initiale, j'ai envie de dire, des médecins, pour les inciter à ce que ce soit un réflexe aujourd'hui. Hein, la Haute Autorité de Santé, c'est depuis 2011-2012 qu'elle a reconnu l'activité physique adaptée comme un traitement non médicamenteux à part entière pour un certain nombre de prises en charge de pathologies. On en est à 16 ou 17 aujourd'hui, hein, donc voilà, dont le diabète, bien évidemment, surpoids, obésité et beaucoup d'autres. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment qu'il y ait le réflexe de prescription de l'activité physique adaptée. Pour ça, il faut mieux former nos médecins. Dernière question. C'est justement, on va chez notre médecin traitant, il n'est pas au courant de ça. Est-ce que c'est à nous parce que la question est-ce que vous marchez, est-ce que vous faites ça aussi, ça il vous la pose, hein, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire, il faudrait que vous marchiez, il faudrait que vous fassiez ça. Mais bon, moi je suis diabétique, puis on ne m'a jamais proposé ce genre de... Voilà. En tout cas, ça marche. Je vais vous donner juste... Oui, mais alors c'est à nous à les informer, ben, ça c'est dommage, hein, parce que moi je la vois bien, la mienne. Et oubliez les 10 000 pas par jour, etc. Hein. Il suffit que vous fassiez vous-même, par rapport à ce que vous faites d'habitude, 1000 pas de plus par jour, par exemple, c'est déjà très très bien. 6 ou 7 000 pas par jour, c'est très très bien. Si vous voulez ce genre de choses, renforcement musculaire et compagnie, que de la marche, tout le monde sait faire la marche. Je vais vous citer un dernier chiffre pour vous montrer qu'on peut inverser les courbes de surpoids et d'obésité. Hein. C'est le nom d'une étude qu'on a lancée il y a quelques semaines avec le collectif pour une France en forme qui conseille Paris 2024 sur les questions de sédentarité. On a testé 8500 collégiens, hein, en 6e, avec le test navette, avec le BIP, sur 20 mètres. Et on a constaté ce qu'on savait, hein, la perte de capacité physique, depuis 20 ans ou 30 ans, assez significative, surtout après la crise sanitaire. Hein, donc nos enfants sont en moins bonne forme qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Mais surtout, on a accompagné ces tests de conditions physiques d'un programme personnalisé d'activité physique en EPS, dans les cours d'EPS. C'est 2 fois 15 minutes de séance de cardio-respiratoire par semaine sur 6 semaines, et on a obtenu des résultats spectaculaires. De restauration de la capacité physique, 250% en plus sur 6 semaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec très peu, 2 fois 15 minutes par semaine pour nos collégiens, on est capable qu'ils n'aient pas comme perspective la réduction de leur espérance de vie en bonne santé, parce que c'est ça que l'OMS elle dit pour 2050 ou 2060. Et c'est pas quelques mois, c'est 1 an, 2 ans et demi d'espérance de vie en bonne santé en moins. On va terminer. Je voudrais juste une dernière chose par rapport à la question des médecins, du niveau d'information des médecins. Alors, je n'ai pas de chiffre exact sur le nombre de médecins prescripteurs sur le département de la Loire ou de la région en général. En tout cas, l'agence s'efforce de travailler en lien avec les médecins libéraux, les médecins de premier recours, ce qu'on appelle, pour justement mettre de plus en plus de la prévention dans la manière d'aborder le soin des patients. Et dans ce travail, il y a aussi cette question de la prescription, de l'orientation des personnes vers l'activité physique. Mais je confirme que déjà, juste en changeant certaines habitudes de vie, on gagne en espérance de vie en bonne santé. Merci. On va laisser la place à la prochaine conférence. Merci beaucoup.